Une analyse rapide me permet de comprendre que je n'ai aucune visibilité vers l'avant, que ce camion ne peut pas se garer pour me faciliter le passage, que je suis trop près de lui. Par conséquent, je reste où je suis et j'augmente ma distance de sécurité. Réponse A. Après un arrêt ou un stationnement, lorsque le conducteur veut reprendre sa place dans le courant de la circulation, il doit avertir de son intention. Le fait pour tout conducteur de contrevenir à ces dispositions est puni d'une amende et d'une réduction de 3 points du permis de conduire. Réponse A. Le vent en rafale est très dangereux pour la conduite automobile puisqu'il est difficile de prévoir quand elles surviennent. À en croire la position de la manche d'air, ce vent est violent. Les risques principaux sont les écarts de trajectoire. Afin de pouvoir anticiper ces effets, il est très important de tenir fermement le volant et de réduire l'allure du véhicule. Réponse A et D. Pour pouvoir accéder aux places pour personnes à mobilité réduite, il faut passer devant une commission médicale qui rend un avis permettant par la suite de délivrer une carte de stationnement. La signalisation nous indique que l'arrêt est interdit, sauf pour les personnes à mobilité réduite. Or, mon ami ne rentre pas dans ce cadre. Par conséquent, il est interdit de s'arrêter sur cet emplacement réservé. Réponse B. On comprend par champ visuel la capacité à capter une information dans un angle donné. Assis sur une chaise, en regardant devant, je peux apercevoir dans mon champ visuel ce qui se passe à gauche comme à droite et comprendre la situation. Au volant d'une voiture, plus je vais rouler vite, plus la prise d'informations sur les côtés va disparaître. Et à 130 km/h, les informations que mes yeux pourront capter se trouveront dans un champ de vision réduit à 30 degrés, soit 6 fois moins large. Réponse D. Pendant la première année de conduite probatoire, le capital de points sur le permis de conduire est de 6. En effet, il ne passe à 8 maximum qu'après une année révolue sans en perdre, c'est-à-dire pendant la deuxième année. Ainsi, en formation traditionnelle, pour avoir un solde de 12 points, il faut avoir conduit pendant 3 ans minimum sans perte de points. Réponse B. La circulation est dense et des travaux sont en cours dans ma voie de circulation. Ce deux roues est en infraction, certes, mais je ne dois pas faire justice moi-même en maintenant ma position ou en serrant à gauche. On ne fait pas de la sécurité en donnant tort ou raison à l'autre, mais avec du bon sens. Un deux roues est fragile. Le moindre accrochage entraînera une chute avec un risque de blessure grave. Le fait de ralentir et serrer à droite pour faciliter le passage fait partie des comportements citoyens. Réponse D. Un conducteur en période probatoire a 4 fois plus de risques d'être impliqué dans un accident mortel. C'est pour cette raison que le législateur a choisi le taux maximum de 0,20 g d'alcool par litre de sang pour un conducteur novice. D'ailleurs, dès la première année de l'application de cette règle, le taux de mortalité des jeunes sur la route a baissé. Cette alcoolémie constitue une infraction de type contravention et entraîne une perte de 6 points. Réponse A et D. À première vue, cette jeune fille a réglé l'assise de son siège correctement. D'ailleurs, on peut remarquer que sa jambe est mi-fléchie, ce qui est préconisé. En revanche, elle a réglé son dossier beaucoup trop loin, car ses bras sont extrêmement tendus pour atteindre le volant. Cette position exclut toute possibilité de manœuvrer rapidement et efficacement. Elle se met et met les autres en danger, sans oublier la fatigue que procure cette position. Réponse B et C.
Je vais être amené à croiser un véhicule agricole de gros gabarit sur cette route étroite. Je vais donc être obligé de modifier ma trajectoire en serrant à droite. Je roule à 60 km/h. Si je serre à droite à cette allure, je risque de perdre le contrôle du véhicule. Effectivement, je vais être obligé de rouler dans l'herbe sur un bas-côté étroit et je risque de rencontrer des nids de poules et autres reliefs masqués par la végétation. Je vais donc choisir de ralentir l'allure et ensuite de serrer à droite. Réponse A. La sensibilité à l'éblouissement est une des composantes de la vue en conduite. Plus on avance en âge, plus l'adaptation est longue. Il faut environ une dizaine de secondes pour recouvrer une vue nette après un éblouissement. En effet, notre rétine comporte un pigment, le pourpre rétinien, qui se décompose sous l'effet de la lumière. Or, pour éviter ce phénomène, regarder vers le bord droit permet de limiter la lumière sur la rétine. D'autre part, en regardant à droite, il sera plus facile de suivre le tracé de la route. Réponse B. Nous roulons hors agglomération à une vitesse supérieure à 50 km/h. Il est préférable de s'écarter au maximum sur la gauche, vu qu'il n'y a personne en face. En effet, si je reste où je suis, je vais frôler cet usager. Je risque de l'effrayer, ce qui pourrait engendrer chez lui une réaction inattendue. Réponse B. Le code de la route nous dit, lorsqu'ils empruntent la chaussée, les piétons doivent circuler près de l'un de ses bords. Hors agglomération, et sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité, ou sauf circonstances particulières, ils doivent se tenir près du bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche. En effet, le législateur a prévu le fait que les piétons seront moins surpris par des véhicules venant en face que dans leur dos. Néanmoins, il y a lieu de laisser un espace latéral de 1,50 m pour les croiser. Réponse A et D. La circulation urbaine est souvent un casse-tête pour les usagers. Régulièrement, la circulation est à l'arrêt et la seule solution est de patienter. Est-ce que klaxonner va débloquer la situation? La réponse est non. L'utilisation du klaxon signale le mécontentement du conducteur et risque de provoquer chez les autres usagers de l'agacement ou du stress. D'autre part, en dehors des cas de danger immédiat, l'usage du klaxon est interdit en ville, ce qui permet d'éviter les nuisances sonores. Réponse B. Les véhicules légers doivent faire l'objet d'un contrôle technique dans les 6 mois présentant l'expiration d'un délai de 4 ans à compter de la date de leur première mise en circulation. Constitue une preuve du contrôle technique l'original du procès-verbal de contrôle technique ou le certificat d'immatriculation complété de la vignette ou une attestation délivrée par l'installation de contrôle ayant effectué le contrôle technique. En cas de contrôle, présenter une de ces preuves est obligatoire. Réponse A. Il est communément admis que pour une vitesse de 130 km/h sur l'autoroute, 2 traits blancs constitutifs de la bande d'arrêt d'urgence suffisent pour savoir si l'on tient une bonne distance de sécurité avec les usagers devant nous. En réalité, une bande mesure 39 mètres. Cette valeur correspond environ à la distance parcourue en 1 seconde à la vitesse maximale autorisée. L'intervalle de sécurité minimum étant de 2 secondes, celui-ci est égal à 2 bandes blanches qui nous renseignent sur les écarts à respecter. Ici, il n'y a qu'un trait blanc entre moi et ce véhicule. Par conséquent, je suis trop près. Pour des vitesses inférieures à 130 km/h, il sera plus aisé de calculer en secondes plutôt qu'en mètres les distances à respecter. Réponse A et D. Le motard a la particularité d'avoir un faible encombrement. Un des risques pour cette catégorie d'usagers est de ne pas être vu par les autres. Afin de prévenir ce danger, le code de la route impose aux motards d'allumer les feux de croisement en circulation afin de signaler leur présence. Donc ce motard n'a pas oublié d'éteindre son feu. Il respecte juste le code de la route, aucune raison de lui faire un appel lumineux. Réponse B et D.
Un système ingénieux très récent permet une coupure automatique d'un moteur lorsqu'on est à l'arrêt. C'est le stop and start. Une fois qu'il est coupé, une simple action sur les commandes qui simule un redémarrage le remet en route automatiquement. Exemple, appuyez à nouveau sur l'embrayage, etc. C'est un système assez pratique pour la conduite en ville, surtout dans les grandes métropoles où les embouteillages font partie du quotidien des conducteurs. Dans les agglomérations où la circulation est très dense, l'économie de carburant peut avoisiner les 15%. Réponse A. Certaines places de stationnement sont facilement identifiables. Un symbole blanc sur un fond bleu suggère immédiatement le sens de ce marquage au sol. De manière à renforcer l'interdiction aux autres usagers, un panneau de stationnement dicte clairement le comportement à adopter à cet endroit. Réservé, je ne peux pas m'arrêter. Réponse B. Quand la circulation s'effectue en file ininterrompue, chacun doit rester dans la voie où il se trouve. Si la file du milieu avance plus vite, bientôt ce sera la mienne. Donc, je patiente. Je peux quitter la file seulement pour effectuer un changement de direction. Réponse B. Le tandem somnolence-fatigue est responsable de près de 10% des accidents mortels sur l'ensemble du réseau routier. Ce pourcentage passe à environ 20% sur autoroute. Une des particularités de la fatigue, c'est que le conducteur en ressent les effets physiquement sur son corps. Paupières lourdes, bâillements, douleurs dans le dos, raideur dans la nuque. Tous ces signes alertent d'une fatigue importante. Il faut donc s'arrêter et faire une pause. Mettre la radio n'y change à rien, même à un niveau sonore élevé. Cela stimulera brièvement le conducteur. Seul le repos combat la fatigue. Réponse B. Le code de la route est clair. Pour effectuer le dépassement d'un vélo en agglomération, il faut laisser au minimum 1 mètre. Par le fait, si je le rase de trop près, je peux le surprendre et provoquer une réaction inattendue de sa part. De plus, le déplacement d'air peut le faire chuter. Or, le fait pour un conducteur de contrevenir à cette règle est passible d'une forte amende et d'une réduction de 3 points du permis de conduire. Réponse A. J'entre dans un village où visiblement la vitesse est limitée à 30 km/h, non seulement dans cette rue, mais dans toute une zone du village. C'est la signification de ce panneau. Zone 30. De toute évidence, je circule dans un sens unique. En effet, des emplacements de stationnement et un marquage au sol approprié resserrent volontairement la rue de manière à ralentir la vitesse adoptée. La vitesse limitée à 30 km/h est due essentiellement à la présence d'habitations, de commerces et d'autres usagers. Réponse B et C. La règle est claire. Lorsque le feu des usagers est vert, le feu des piétons est rouge. Ils doivent attendre pour traverser. Si je m'arrête par courtoisie, je risque de provoquer une situation dangereuse. Je vais inciter ce piéton à s'engager et risquer de me faire percuter par l'usager derrière qui pourra me projeter sur ce piéton. Deuxième possibilité. Le piéton traverse, mais se fait faucher par la voiture qui me dépasse et qui n'aura pas vu ce piéton. La courtoisie a ses limites. Je passe avec prudence en surveillant ce piéton. Réponse A. Le réglage du rétroviseur intérieur en position nuit est soit automatique, soit manuel. Qu'elle soit manuelle ou automatique, la position nuit du rétroviseur permet d'éviter d'être ébloui par les feux d'un véhicule circulant derrière. Lorsqu'elle est manuelle, il suffit d'actionner le petit levier situé sous le rétroviseur. Cela va permettre de dévier le faisceau lumineux. Lorsqu'elle est automatique, un gel situé derrière le miroir va se teinter de façon à réduire l'intensité du faisceau lumineux. Réponse A, B
et D. Les enfants peuvent avoir des comportements dangereux car ils ne connaissent pas les règles, ou peu. Cela peut aussi être dû à leur inaptitude, jusqu'à un certain âge, à évaluer les vitesses et les distances. Mais ils ne sont pas surreprésentés dans les statistiques car ils sont généralement accompagnés dans leur parcours. À l'inverse, les personnes âgées sont rarement accompagnées et leurs facultés visuelles et auditives peuvent être altérées. Elles ne perçoivent pas obligatoirement le véhicule qui se rapproche. Les personnes de plus de 65 ans représentent plus de la moitié des piétons tués. Réponse A. Les routes bordées d'arbres sont jolies et agréables à traverser l'été, mais elles gardent également leur part d'ombre en termes de conduite. L'alternance de lumière et d'ombre va demander un travail permanent à notre œil. Celui-ci va devoir s'adapter continuellement au changement de luminosité. Ce travail d'adaptation continue a ses limites. En cas d'insuffisance, il peut aboutir à une forme d'aveuglement qui fait que le conducteur peut manquer inconsciemment des indices ou la présence de la signalisation. Il n'y a pas de solution miracle, si ce n'est d'adapter son allure. Réponse A. Observons l'environnement. Je suis en approche d'un virage, je vais rentrer dans un lieu dit et je circule hors agglomération. Dans ce virage, il est possible de rencontrer un véhicule en panne, des vélos, etc. Je risque d'être surpris si j'arrive trop vite. Je circule hors agglomération sur une route à double sens et à deux voies. La vitesse est limitée à 80 km/h, mais je rentre dans un lieu dit qui se caractérise par un groupement de maisons. Je risque de rencontrer des enfants et autres piétons. Ce sont toutes ces raisons qui ont poussé les pouvoirs publics à abaisser la vitesse de circulation à 70 km/h. Réponse A et B. Les feux diurnes s'allument automatiquement dès lors qu'on démarre le moteur. Lorsque la météo décline et que le ciel s'assombrit, il est encore plus important de penser à se rendre visible aux autres. Les feux de croisement remplissent cette fonction. Les feux diurnes, quant à eux, n'offrent un éclairage qu'à l'avant du véhicule. Donc, de jour, lorsque la luminosité est faible, mauvaises conditions climatiques, lever ou coucher du soleil, je dois impérativement allumer les feux de croisement qui m'offriront l'avantage d'un réel éclairage à l'avant, mais également à l'arrière. Réponse A et D. Le temps de réaction est difficilement compressible. Néanmoins, si je place mon pied droit prêt à freiner, je vais gagner quelques centièmes de seconde pour réaliser mon action. De fait, l'intervalle parcouru pendant ce laps de temps sera très légèrement plus court. Rappel. La distance d'arrêt comprend la distance parcourue pendant le temps de réaction plus la distance de freinage. Par conséquent, si je réduis la première valeur, je réduis la distance totale. Un choc se joue à quelques centimètres près. Réponse A et C. La circulation est dense et ralentie. Les feux stop allumés des véhicules placés sur la voie de gauche le confirment. Ce motard remonte les fils et son positionnement dans la voie indique qu'il va probablement revenir à droite. Je ralentis pour garder mes distances avec ce motard. Je prévois ainsi qu'il puisse faire un éventuel écart de direction vers la droite ou qu'il se replace dans la voie. Réponse A et D. Une position de conduite correcte permet au conducteur d'avoir une bonne visibilité et d'accéder facilement à toutes les commandes pour agir rapidement en cas de danger. L'appui-tête est réglé à la bonne hauteur. Le siège et le dossier sont à bonne distance car les bras et les jambes sont semi-fléchis et la ceinture est bien positionnée à plat. Ce conducteur est correctement installé. Réponse A. La sécurité enfant est un système qui permet d'ouvrir la porte de l'extérieur
pour pouvoir faire descendre les jeunes passagers arrière ou les évacuer en cas d'accident sans pouvoir l'ouvrir de l'intérieur. En réalité, il serait très dangereux qu'ils puissent ouvrir leur portière à tout moment, ceux-ci n'ayant pas la notion du danger, que ce soit à l'arrêt ou en circulation. Les constructeurs prévoient une petite vis inaccessible aux occupants qu'il faut tourner dans la portière et qui la condamne de l'intérieur. Ce dispositif est éprouvé et reste le plus fiable. Réponse B et C. Les cyclistes sont des usagers fragiles et ne possèdent que très peu de protection. Le moindre choc avec un autre véhicule peut entraîner leur chute et causer de graves blessures. Il faut laisser une distance de sécurité minimale d'au moins 1 mètre en agglomération, du point de vue de la réglementation, afin de réduire les risques de collision avec les cyclistes. Si je peux laisser plus d'espace, je le fais. Réponse A. Depuis que je suis arrêtée, 3 bus, dont un double, m'ont dépassé. Lorsqu'ils sont complets, ils transportent environ 40 passagers chacun, soit au total l'équivalent de 40 voitures de tourisme. Ils ont des voies spécialisées, ce qui leur permet des déplacements plus rapides. Pour ces raisons, ils contribuent à rendre la circulation plus fluide. Réponse A et C. Le code de la route est clair. Les enfants de moins de 10 ans doivent être installés à l'arrière du véhicule. Toutefois, il est permis d'installer à l'avant un enfant de moins de 10 ans dans un siège prévu à cet usage qui corresponde à son poids et à sa taille si le véhicule ne comporte pas de siège arrière ou de ceinture de sécurité à l'arrière, ou si les sièges arrière du véhicule sont momentanément inutilisables ou occupés par des enfants de moins de 10 ans correctement attachés. Par conséquent, cette petite fille est correctement installée et je ne désactive surtout pas l'airbag qui pourrait lui sauver la vie. Réponse A et D. Malgré des campagnes d'information sur les dangers liés au franchissement des passages à niveau, le nombre d'accidents est relativement stable sur les 5 dernières années. Il y a environ 100 collisions par an, occasionnant environ 30 tués. Les accidents sont pratiquement tous dus au comportement des usagers de la route. Réponse A. Les systèmes d'aération permettent d'orienter dans l'habitacle l'air pulsé par la ventilation. On peut le diriger soit vers les pieds, soit à hauteur du corps, soit vers le pare-brise. Cette troisième solution est la bienvenue lorsque nos vitres sont recouvertes de buée, par exemple au démarrage. En effet, les voitures modernes possèdent de grandes surfaces vitrées sur lesquelles la buée a tendance à se former plus rapidement. Un léger filet d'air évitera aussi ce phénomène en roulant. Enfin, il ne faut pas oublier que lors de la tâche de conduite, 90% des informations passent par la vue. Par conséquent, la transparence des vitres pour le maintien d'une bonne visibilité est un gage de sécurité. Réponse A et C. Aux arrêts de bus, le piéton, usager vulnérable, est plus souvent impliqué à l'avant du bus. Parce qu'il est imprévu et peu visible, le piéton qui décide de passer devant un bus, mais aussi devant un véhicule imposant, s'expose au danger. Aussi, en tant que piéton, que je descende ou que je traverse aux abords d'un bus, je m'oblige à passer derrière lui. En tant que conducteur, avant tout dépassement, je suis particulièrement vigilant lorsqu'un bus est arrêté dans les embouteillages ou à son arrêt. J'observe et je passe au ralenti. Réponse A. Les cyclistes n'ont pas de carrosserie et en cas de choc sont très exposés et vulnérables. Les blessures au niveau de la colonne vertébrale sont fréquentes et parfois irréparables.
Un mouvement inapproprié peut aggraver une lésion de façon irréversible conduisant à une paralysie partielle ou totale. Seuls les spécialistes peuvent intervenir en minimisant les risques au maximum. La règle est simple, ne déplacez jamais un blessé, sauf dans les cas d'incendie ou de noyade. Réponse B et C. Les cyclistes n'ont pas de carrosserie.